Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de la Retail Web Série by MPV, un rendez-vous que nous organisons en partenariat avec l'Officiel des réseaux et Mind Retail. Ce 3e épisode est le dernier de notre série, alors on est un petit peu nostalgique, mais c'est une bonne nouvelle, car on va bientôt se retrouver enfin physiquement sur le salon marketing point de vente du 5 au 7 octobre à Porte de Versailles. Aujourd'hui, nous allons parler opportunités retail post-Covid, avec le témoignage de marques, d'enseignes de distribution et de fournisseurs. On va commencer par une enseigne que vous connaissez tous, une marque également, Microsoft, qui sera accompagnée de CPM. Puis Super U interviendra avec la start-up Achalandé. Et enfin, nous terminerons en beauté avec L'Oréal et Sephora, qui interviendront avec leur fournisseur, le groupe RC. Toujours le même principe, lors de cet épisode, nous avons 2 parties, 2 temps forts ensemble. Donc une première partie avec l'interview qui sera réalisée par notre partenaire Mind Retail, pendant laquelle nos speakers partageront leur vision. Et enfin, une deuxième partie, en live cette fois-ci, pendant laquelle vous pourrez poser vos questions en direct. Alors surtout, restez jusqu'à la fin de cet épisode pour pouvoir poser vos questions. Et surtout, n'hésitez pas également à poser vos questions sur le live, sur le chat. Vous avez ces 2 options pour pouvoir intervenir et participer à cette matinée ensemble. Je cède maintenant la parole à Sophie Baquet, rédactrice en chef de Mind Retail, pour notre premier temps fort, l'interview. Bonjour à tous, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette web-série organisée par le salon marketing point de vente en partenariat avec l'Officiel des réseaux et Mind Retail. Je me présente, je suis Sophie Baquet, je suis la rédactrice en chef de Mind Retail, vraiment ravie d'animer cette interview. 2 mots sur Mind Retail, nous sommes un dispositif d'intelligence économique qui comprend une publication spécialisée sur le retail en français et en anglais, et également une série de clubs de rencontres annuelles entre dirigeants du retail sous un format off de discussion. Voilà, je suis ravie d'accueillir ce matin nos 2 intervenants. Nathalie Andrieux, bonjour. Bonjour Sophie. Nathalie, tu as effectué toute ta carrière chez CPM France. Tu es directrice commerciale du groupe. Donc CPM, c'est une société de prestation de services. Tout à fait. Spécialisée dans la mise en place de forces de vente, d'animation et de merchandising. Exactement. Enchantée, Xavier, bonjour. Bonjour Sophie. Ravie de t'accueillir. Xavier, après avoir travaillé chez Orange, Nokia et Microsoft dans des fonctions commerciales et retail, tu es aujourd'hui directeur channel marketing chez Microsoft. Oui, tout à fait. Voilà, donc on est ravis d'être ensemble. On n'est pas là pour partager des grandes idées théoriques sur le retail, mais vraiment pour essayer de bien décoder le métier des magasins sur ce thème qui nous réunit ce matin. Donc vraiment des solutions post-Covid mises en place dans le retail. On est vraiment au cœur du point de vente ce matin. Donc je propose, pour commencer, Nathalie, peut-être que tu nous présentes la solution CPM. Voilà, comment elle fonctionne. C'est tout nouveau, ça a été lancé en mai 2021. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, ça a été lancé en mai 2021. Alors, juste pour introduire le sujet, effectivement, CPM est une société spécialisée dans la prestation de services et en particulier dans les forces de vente. À ce titre, on accompagne Microsoft depuis maintenant 7 ans sur un dispositif terrain en magasin composé de chefs de secteur et de conseillers de vente sédentaires. Donc forcément, on est très proche des retailers et très proche des consommateurs. Ce qui s'est passé, comme on l'a tous subi, vécu depuis 1 an et demi, c'est qu'on a bien senti que le parcours conso avait énormément évolué. En tout cas, il a accéléré un certain nombre de comportements. Ce qui nous a poussé à pas mal de réflexions, en particulier avec Microsoft, parce que ça a été la première entreprise avec laquelle nous avons lancé ce nouveau service, qui sont des conseillers de vente distanciels. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons sur le terrain des conseillers de vente
physiques qui sont en magasin pour recommander le client, le conseiller, comprendre ses usages et lui fournir finalement le meilleur produit et service. Et puis, avec le Covid, forcément, les habitudes ont un peu évolué, parce que déjà, c'était un peu compliqué d'aller en magasin. Il y a eu on a été principalement sur le web et on s'est aperçu que finalement, les internautes avaient... comme tout consommateur classique, avait des questions sur des produits, des interrogations, et qu'on devait accompagner finalement ces consommateurs aussi bien dans un point de vente physique qu'à distance via le web. Et du coup, on a monté un partenariat effectivement avec Microsoft, mais également avec des retailers comme Fnac et Darty, où en fait le principe c'est que quand vous avez un internaute ou un consommateur Fnac Darty qui souhaite avoir des informations sur un produit, à ce moment-là, vous avez un pop-up qui apparaît sur votre écran en tant que conso, qui vous demande si vous voulez être aidé. On n'est pas du tout sur un chatbox robot, on est vraiment derrière sur une personne qui va pouvoir aussi activer sa caméra, répondre à vos questions, faire une démo produit, qui va essayer en tout cas d'avoir une vraie proximité avec le consommateur, comme on peut l'avoir aussi en magasin, parce qu'on sait qu'on a un niveau d'exigence consommateur très important entre l'expérience magasin et l'expérience web, où les consommateurs souhaitent avoir quand même un niveau d'expérience totalement équitable entre le physique et le digital. Donc ça, c'est l'enjeu. Tout à fait. Xavier, donc tu me parlais donc de cette association avec CPM pour le retailer, donc la Fnac. Qu'est-ce qui est vraiment remonté du terrain au moment du Covid ? Est-ce que tu peux nous raconter cette collaboration ? Alors d'abord, on a une relation effectivement avec CPM qui date d'il y a 7 ans au titre de Microsoft, et puis même plus. Donc c'est, je dirais, d'abord, en tout cas, une histoire. C'est également une relation, parce que c'est quelque chose aussi de très important. C'est qu'on a une équipe de vente qui travaille, qui vit nuit et jour finalement pour Microsoft, pour notre marque, pour nos produits. Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis aussi une aventure, comme le disait à l'instant Nathalie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Covid, d'abord, a beaucoup quand même modifié déjà le comportement consommateur, qui s'est, avec le confinement, a voulu se retrouver au centre, a voulu, à réinterroger ses usages et aussi ses rapports à la marque, aux marques. Et il avait notamment besoin de trouver une relation renforcée avec les marques dans lesquelles il a confiance. Maintenant, le fait est aussi que le business a complètement transité sur le digital, d'accord ? C'est déporté intégralement sur le digital. Et là, parmi les questions qu'on a dû se poser, c'est finalement comment, dans ce parcours 100% digitalisé durant le confinement, apporter finalement une relation humaine. Comment humaniser simplement le parcours client digital aujourd'hui avec effectivement la Fnac et bien évidemment le support de CPM. Et du coup, très concrètement, comment ça fonctionne comment fonctionne vraiment la solution technique en partenariat avec iAdvise, tu me disais. Oui. Tu peux nous... Alors, disons que c'est simple, c'est qu'il y a 3 parties prenantes aujourd'hui. Il y a d'abord la Fnac qui propose une solution effectivement de conseiller vente distancielle. Voilà, je trouve le bon terme, sans anglicisme. Tu vas y arriver. Et voilà, exactement. Et donc, il nous a proposé, ensemble, on a discuté pour pouvoir mettre en œuvre finalement cette solution. Donc, Fnac met à disposition cette solution, aussi bien technique que la possibilité d'enrichir ce parcours client. Et nous avons, avec CPM, donc, travaillé pour mettre à disposition 2 conseillers vente distanciels qui nous permettent de pouvoir établir en tout cas cette offre de relations durant le parcours digital en répondant aux questions comme l'a expliqué à l'instant Nathalie. Et voilà, donc c'est un travail à trois parties, d'accord, pour rendre finalement viable cette solution. Ok. Et du coup, pour bien comprendre le business model, qui porte l'investissement ? Est-ce que c'est le distributeur ou le fournisseur ?
Alors, l'investissement est porté de deux côtés. Pourquoi ? Parce que les conseillers virtuels sont portés par nous en termes d'investissement avec CPM. Et puis ensuite, il y a un service et marketing proposé par le retailer au titre de ses offres marketing et d'enrichissement finalement de l'expérience client. Ok. Très clair. En termes de résultats, Nathalie, quel impact tu mesures sur le chiffre d'affaires, sur la rentabilité de l'e-commerce, la hausse du taux de conversion ? Est-ce que tu as des chiffres à nous partager ? Alors, j'ai des chiffres, mais je vais aussi me tourner vers Xavier parce que je sais qu'il y a certaines données qu'on ne va pas communiquer. Pas forcément parce que tout est confidentiel, c'est qu'on a démarré en fait ce service en mai 2021, que du coup on a un retour quand même d'expérience qui est relativement faible aujourd'hui, et puis juillet et août n'ont pas été des mois très constructifs. On a une audience aujourd'hui qu'on considère comme relativement bonne, même si il y a eu on va dire un décroissement sur les mois de juillet et août. Par contre, en termes de conversion, ça c'est vraiment des chiffres qu'on peut vous partager. On est entre 12 et 14% de taux de conversion par rapport au contact qu'on a sur les sites. Ce qui est plutôt un bon taux de conversion par rapport à ce qu'on peut entendre sur ce style de prestation. On a une durée moyenne de discussion avec les internautes qui tourne autour de 10 minutes. Ce qui est plutôt intéressant, et c'est ce qu'on se disait avec Xavier, on en parlait encore tout à l'heure, c'est que ça veut dire qu'il y a un réel intérêt de ce type de discussion. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une discussion très courte, où finalement l'internaute ne veut avoir qu'une seule ou deux informations très rapides. Là, on commence à construire un échange et une discussion autour des usages, autour du conseil, etc. Donc ça, c'est également positif. Et puis, on suit également le taux de satisfaction des internautes qui sont passés avec nos conseillers de vente distanciels. Et les dernières stats qu'on a tournent autour de 92%. Donc on est relativement satisfait de ces premiers retours. Ok, effectivement, c'est des taux de conversion en e-commerce qui sont excellents. Encourageants. Je voudrais juste ajouter, Sophie, que d'abord, on est aussi dans une courbe d'apprentissage. On apprend chaque jour, finalement, sur ce nouveau moyen d'engagement du consommateur dans son parcours digital. Ce que je voudrais juste ajouter, c'est qu'il y a aussi des éléments qualitatifs qu'on doit continuer de travailler. Notamment, on a un gros enjeu, c'est qu'aujourd'hui, le consommateur rentre dans la discussion par la fiche produit qu'il voit sur Internet. Donc le début de la discussion est finalement très technique. Ça relève d'une batterie, ça relève de détails techniques. Et il faut assez vite finalement orienter la discussion sur ses usages. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ce PC et là, le guider d'abord sur ses usages pour ensuite lui permettre de découvrir l'ensemble des solutions qui finalement vont venir répondre à ses usages et à ses besoins. Ok, en perspective, parce que l'heure tourne, on n'a pas beaucoup de temps ensemble. On a plein de choses à partager, mais Xavier, tu as fait un test de live stream pour le lancement de la Xbox. On voit effectivement que c'est une demande très forte côté retailer. Voilà, ce module de vente en live. Est-ce que tu peux nous partager cette expérience ? Alors on n'est plus au niveau du test, là, parce que ça y est, c'est quelque chose qui maintenant est bien installé et durablement installé. Non, simplement ce qui s'est passé, c'est que ça a été la conjonction de deux événements. La volonté à la fois d'aller tester ce nouveau type de support, et puis le lancement de Xbox il y a un petit peu moins d'un an, avec la 9e génération de Xbox. Et donc on a saisi l'opportunité avec la Fnac, d'abord d'apprendre à utiliser ce nouveau format. Et ce qu'on a pu apprendre, c'est d'abord techniquement comment on monte ce type d'événement, qui sont les parties prenantes et les intervenants à activer dans ce type de situation. On s'avait rendu compte que des influenceurs de renom étaient nécessaires pour adresser à la fois des audiences les plus larges, pour pouvoir aussi engager leurs propres audiences. Et donc on a avancé comme ça. Et puis c'est un média aujourd'hui ou un format qui maintenant est installé plus durablement, qui permet aussi à un retailer d'aller adresser ses audiences en masse. Ça permet de pouvoir également
répondre soit à un enjeu de présentation d'un produit, de réponse finalement à des usages liés à la saisonnalité, typiquement la rentrée scolaire, quel type de PC pour la rentrée scolaire, et d'adresser finalement plus par rapport à des usages, ou de présenter éventuellement un écosystème, ou de présenter également des nouveaux jeux. Et voilà, donc il y a plein de solutions possibles en termes à la fois de messages que l'on veut passer, mais on a découvert qu'il fallait quand même avoir les moyens d'adresser une audience large et de pouvoir surtout aussi engager cette audience. Ok, un mot pour conclure peut-être Nathalie, est-ce que tu vois d'autres formats d'avenir pour CPM, voilà, quelle est vraiment la nouvelle frontière vers laquelle tu déjà, je pense qu'on va vouloir accélérer sur la partie conseiller de vente distanciel, donc la discussion est bien engagée avec d'autres clients, et puis c'est vrai que maintenant avec l'expérience Microsoft, on peut mieux la vendre et mieux la comprendre aussi. Donc, on va avoir du développement sur des clients qui sont toujours dans le secteur de la technologie. On n'a pas encore ce phénomène sur la partie, on va dire, plus alimentaire. Donc là, il y a des engagements qui sont pris avec d'autres clients sur la fin d'année. Après, pour rester sur le domaine du digital et sur de l'aide aux retailers, et de l'aide du coup à nos clients industriels. Nous, on part également sur des solutions, ce qu'on appelle du e-Catman. Alors, je pense que ça ne va pas parler à grand monde. En fait, on s'aperçoit que sur les sites internet, soit sans vouloir en citer, sur des sites internet finalement où nos clients sont présents, les produits ne sont pas forcément bien représentés. Vous avez des fiches techniques qui peuvent être fausses. L'assortiment des produits n'est pas forcément le bon. Et en fait, on a développé des technologies qui vont nous permettre d'avoir des états des lieux quotidiens sur finalement la photo à date des produits disponibles, pas disponibles sur les différents sites d'e-commerce. Et ça va être des aides qu'on va pouvoir proposer aux retailers, mais également à nos clients, pour avoir une veille systématique sur ce type de prestations, et du coup d'enrichir encore une fois l'expérience client, parce que bon produit, bon visuel, bonne fiche technique, plutôt que d'avoir des choses qui sont différentes. Ok. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi. On se retrouve tout de suite pour l'interview avec Achalandé. Donc on continue cette matinée avec la société Achalandé, représentée par Grégoire. Bonjour Grégoire. Bonjour. Enchanté. Enchanté. De te rencontrer en physique, en personne. C'est un plaisir. Donc tu es le cofondateur d'Achalandé. Tu as démarré ta carrière chez Procter & Gamble pendant 5 ans. Oui, vendre des couches et des lessives notamment. Voilà. Et donc tu as toujours été dans des fonctions commerciales. On est en visio, en duplex, avec Guillaume Zurbach. Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu nous entends bien ? Je vous entends très bien. Super. Guillaume, donc tu es le directeur d'un magasin Super U dans le 78 qui appartient au groupe Sajo. C'est bien ça. C'est ça. Voilà, enchanté. Oui, avec 8 magasins. Enchanté. Voilà, donc je vous propose d'avancer sur de rentrer vraiment sur ce qui nous réunit ce matin. Donc on est toujours sur la notion donc, du digital au service des solutions post-Covid, en fait, des solutions terrain, des solutions magasins post-Covid. Achalandé est une belle illustration de cette thématique, évidemment, puisque Grégoire, ta solution vient vraiment transformer un des métiers historiques de la GMS, qui est le métier de chef de secteur. Est-ce que tu peux nous présenter la société et surtout sa jeunesse ? Alors, Achalandé, en 2 mots, c'est le Doctolib de la grande distribution, le Doctolib des magasins. Pour les piqûres en moins. Plus sérieusement, l'idée, c'est une plateforme de collaboration entre les responsables des magasins, les directeurs comme Guillaume, mais également ses équipes, ses managers, qui reçoivent au quotidien sur le point de vente des représentants des marques. Et le but, c'est de fluidifier, simplifier et surtout de faire en sorte que tous les déplacements des représentants et que tous les rendez-vous qu'il y a eu en magasin soient pertinents et générateurs de chiffre d'affaires dans un objectif qui est de faire gagner du temps à tout le monde et donc de l'argent et de la productivité.
Est-ce que c'est pas le cas? Toutes les visites force de vente ne sont pas... Est-ce que tu as une idée du pourcentage de visiteurs magasins ou toi, Guillaume, qui sont vraiment efficaces, qui délivrent du CA? Je vais laisser Guillaume répondre. Alors c'est vrai qu'en tant que directeur, les visites qui arrivent sur le terrain ne sont pas forcément pertinentes. C'est plus une relation commerciale, le bonjour, mais ils essaient à chaque fois, les chefs de secteur, de vendre une nouveauté, parler d'une innovation, faire une mise en avant. Alors que pour moi et mes managers, je pense que le meilleur moment, c'est d'être posé autour d'une table, dans la salle de réunion, et d'évoquer à la fois la faisabilité, une date, un délai. C'est vraiment se poser pour justement atterrir à la pertinence d'un rendez-vous. Autour d'un rayon avec les clients qui nous dérangent, les employés à manager, c'est pas possible. Mhm. Guillaume, depuis combien de temps est-ce que tu utilises Achalandé? Alors, on a découvert le concept et le partir de la première semaine du confinement. Notre patron nous avait parlé de ce système et j'étais directeur adjoint à l'époque, ensuite directeur, et j'ai toujours continué à utiliser ce service, mais c'est le plus important, c'est les managers. Parce qu'en tant que directeur, on n'a pas forcément autant de rendez-vous qu'en chef de rayon. Donc c'est surtout les accompagner sur le terrain, à utiliser l'application, à bien donner les créneaux disponibles pour avoir la meilleure des pertinences possibles et derrière dégager les bonnes opérations, les bons chiffres qu'on attend en tant que directeur. Pour illustrer votre question sur est-ce que toutes les visites sont pertinentes, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'un représentant vient sur le point de vente, il y a des fois où il a un rendez-vous qui est fixé, calé, avec un ordre du jour établi. C'est d'ailleurs tout l'objectif d'Achalandé. Et jusqu'à maintenant, ça se faisait par le téléphone. Et les managers, ils sont beaucoup sur le terrain, puisque leur but, c'est d'être auprès de leurs équipes qui remplissent les rayons ou faire des analyses. Et donc, ils ne sont pas forcément très dispo au téléphone. Donc, dans les faits, il y a très peu de rendez-vous qui sont vraiment calés en amont. Alors qu'avec un ordre du jour qui est clairement établi, on est tout de suite pertinent et efficace. À l'inverse, les gens qui viennent sans rendez-vous, ils vont vouloir parler à l'ELS et c'est 5 minutes, puis 5 minutes, puis 5 minutes. Puis après, pour obtenir leur rendez-vous, ils vont passer un coup de fil, 2 coups de fil, 3 coups de fil, 10 coups de fil. Et donc, le gain pour un magasin, c'est une demi-journée de travail perdu par rayon par semaine. Donc, dans un magasin type supermarché, vous avez perdu une journée et demie pour les 3 rayons principaux, qui sont le frais, liquide et l'épicerie. Pour un petit supermarché, vous avez perdu 1 jour et demi par semaine de travail. Donc, ça représente 1 000 € par mois par rayon. Et donc, nous, c'est ce sur quoi on va venir travailler. Et Guillaume parlait de créneaux, puisque c'est bien d'avoir des ordres du jour, mais surtout, il y a des jours et des heures qui sont compatibles avec le rythme de travail. Pour beaucoup de magasins, et Guillaume me dira que quand vous montez vos prospectus, c'est pas le moment de venir. Quand vous avez le magasin qui est vide de marchandises parce que ça a été pillé tout le week-end, c'est pas le moment de venir. À l'inverse, il y a des temps morts. Donc l'idée, c'est que plutôt que d'avoir un agenda qui soit complètement ouvert, chacun des responsables définit des jours et des heures où il sait que c'est compatible avec son agenda. Par exemple, le lundi de 13h à 15h, le mardi de 11h à 13h. Et sur ces créneaux-là et ces créneaux-là uniquement, les représentants vont pouvoir faire une demande de rendez-vous. Et au moment où ils formulent la demande de rendez-vous, ils disent pourquoi ils viennent. Je viens pour vous proposer un bac, 2 frais et une opération avec des BRI pour soutenir une nouveauté. Je viens pour vous proposer de réajuster le rayon soupe parce qu'on arrive en hiver, on va prendre un élément de plus. Voici les plans que je vous propose. Je viens pour vous proposer une opération locale avec un budget parce que c'est l'anniversaire du magasin. Et si c'est pertinent pour le manager, il dit oui. Si c'est pas pertinent, il dit non. Ça peut être non tout court, ça m'intéresse pas. Ou ça peut être non, venez plutôt dans 2 mois parce que ça correspond plus à mes timings. Donc c'est plutôt adopte un mec que Doctolib. Faut qu'il y ait un match. Faut qu'il y ait un match, exactement. Okay. Sur Doctolib, vous demandez le rendez-vous chez le docteur, vous l'avez forcément. Là, vous l'avez pas forcément. Ok, d'accord. Guillaume, concrètement, comment est-ce que le métier de chef de rayon a changé depuis 18 mois Qu'est-ce qui remonte du terrain? Alors déjà, il y a une fameuse date, c'est le 1er jour, le lundi, suite à l'annonce de M. Macron du confinement, où là, on n'a jamais connu des chiffres pareils depuis des années. On a dépassé le 24 décembre. Donc c'est vraiment un moment historique où le métier a changé. C'est-à-dire que le rendement demandé aux équipes est devenu si intense à remplir les rayons, à commander. On ne s'occupe plus à l'instant T
de la mise en avant des nouveautés, des bacs promo. Cependant, rapidement, le boulot reste le même, c'est de vendre ce que le client y cherche, donc à savoir les produits des fournisseurs, les grandes marques, et pour cela, il faut la présence des chefs de secteur. Cependant, il ne faut pas qu'ils viennent, comme disait Grégoire, pendant qu'on remplit des palettes, pendant qu'on est en train d'installer une promotion. Ainsi, il faut vraiment, en amont, caler la date avec le fournisseur, évoquer le sujet, ce qui permet vraiment de caler aussi un horaire. C'est-à-dire, si on dit que c'est 30 minutes de rendez-vous, le chef de secteur s'arrange pour entrer dans cette période-là. Alors qu'avant, on pouvait commencer à parler de nos vacances, de ci, de ça. Aujourd'hui, il faut que ce soit efficace grâce au Covid. C'est-à-dire que ça a vraiment une façon d'agir dans la journée. La journée n'est pas extensible. Les rayons le sont non plus, il faut le remplir. Et l'équipe, on leur demande toujours plus dans le minimum de temps. Donc, comment on gagne du temps? C'est avec des services comme Achalandé qui permet de vraiment caler ça en amont. Et en aval aussi par rapport à l'accueil. Au lieu de devoir appeler à chaque fois que le chef de secteur se présente à l'accueil, on a donné le système de contrôle. Est-ce que vous avez rendez-vous? Ah non, vous n'êtes pas sur l'application. Écoutez, ce ne sera pas possible pour aujourd'hui. C'est donc un gain de temps non seulement pour les managers, mais aussi pour les gens de l'accueil. Et le temps qu'ils ne passent pas à expliquer aux représentants, à décrocher le téléphone ou faire appeler le manager, c'est du temps qu'ils dédient aux clients. Et le client, c'est ceux qui font le chiffre d'affaires du magasin. Et c'est ça le plus important pour Guillaume. Okay. Comment fonctionne, pour bien comprendre le modèle économique? Quel est le modèle de revenus? D'où viennent vos revenus, du coup? Oui, alors en fait, vous avez tout d'abord, au niveau du magasin, c'est totalement gratuit. Ça veut dire chaque point de vente qui veut s'inscrire, il est 1 ou 10 responsables, c'est totalement gratuit pour lui et l'inscription se fait en moins de 5 minutes et sans aucune installation technique. C'est ni plus ni moins qu'un site internet, vous créez un compte et vous mettez votre agenda. Ensuite, nous, comment est-ce qu'on gagne notre vie? Parce qu'on ne fait pas ça que pour la beauté de la performance commerciale. On a 2 niveaux. On a un niveau avec les enseignes. Ça veut dire qu'au niveau national, on va pouvoir agréger des données. Ça veut dire connaître, par exemple, le taux de pression commerciale de tel industriel dans telle enseigne. Et Guillaume fera peut-être des fonctions achat plus tard dans son parcours et il aura très envie de savoir tel vendeur de liquide vient sur quel rythme sur ses magasins, parce que ça fait partie de ses accords. Donc ça, c'est une donnée qu'on pourra partager, commercialiser. Et il y a une autre partie, c'est au niveau des représentants. Et là, on a 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on a un niveau qui est gratuit, c'est-à-dire dans une volumétrie de rendez-vous qui est faite par mois, qui est limitée. Les demandes se font sans aucun frais. Ça, c'est notamment intéressant pour des petits producteurs locaux, des producteurs de pommes qui visitent peu souvent les magasins. Donc, ces gens-là, ils ne paieront jamais. À l'inverse, si vous lancez, par exemple, votre marque de soda et que vous voulez demander des rendez-vous à tous les chefs de rayon liquide des magasins indépendants de France, là, vous payez un abonnement et ça commence à 9 € par mois, hors taxe. Ok, donc l'abonnement inclut un nombre de visites... De demande de rendez-vous. Oui. Nous, on ne garantit pas des rendez-vous puisque chaque magasin a ses objectifs, a ses disponibilités. Donc, il accepte ou il n'accepte pas. Là, ça ne nous concerne pas. Par contre, nous, ce qu'on donne, c'est la possibilité de formaliser. Et puis, on donne aussi l'accès à une information, savoir à qui parler. Parce qu'aujourd'hui, demain, vous avez votre jardin, vous lancez une marque de miel, vous voulez vendre à Guillaume, vous ne savez pas. Donc, vous prenez Google, vous tapez le numéro de téléphone, vous demandez qui s'occupe de l'épicerie et puis vous commencez à chercher toutes les infos. Et donc, c'est un gain de temps considérable. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est non seulement bénéfique pour les responsables, pour les managers, mais c'est également bénéfique pour les représentants, ceux qui font ce qu'on appelle de la chasse, ceux qui cherchent à ouvrir des points de vente. Donc ces gens-là, ils vont gagner beaucoup de temps parce qu'ils vont pouvoir formaliser un certain nombre de demandes très rapidement, et en tout cas beaucoup plus rapidement que de téléphoner. Et puis deuxièmement, ça leur permet également de s'assurer de ne pas faire ce qu'on appelle des visites blanches, puisque les représentants n'aiment pas du tout ça. À savoir, j'ai pris ma voiture, j'ai fait une demi-heure de trajet, et je sais que j'ai une demi-heure derrière, et en fait, je suis venu pour me faire un relevé et déposer un plan de vente. Ça, c'est totalement inefficace, et les gens n'aiment pas ça. Donc c'est un gain de productivité des 2 côtés. Vous avez démarré la solution donc chez les indépendants, Scador, je crois également, Scadif, Système U. Est-ce que cette solution Achalandé est également adaptée pour les réseaux intégrés? Alors,
Oui, je vais juste repréciser ce que vous venez de dire. Donc, on a commencé effectivement dans les magasins indépendants, notamment avec le groupe Sajo. C'était les premiers magasins U qui l'ont fait. Mais on a travaillé avec d'autres enseignes indépendants, des gens comme Intermarché, auprès de qui on est beaucoup soutenu par ce qu'on appelle la direction opérationnelle, et les Leclerc. Et on commence également à faire les rendez-vous pour les centrales d'achat régionales. Vous parliez des SCA, donc la SCAP Nord, donc les magasins Leclerc de l'Île-de-France, du nord de Paris, la SCADIF, l'Île-de-France. Maintenant, bien évidemment que ça peut fonctionner pour des réseaux intégrés. D'ailleurs, on a quelques magasins pilotes chez Carrefour, quelques magasins pilotes chez Auchan, pour ne citer que. Par contre, les processus de décision sont plus longs, puisque les indépendants, s'ils décident, c'est fait en 5 minutes. Les centralisés, il y a un peu plus de formalisme et de rendez-vous à faire pour mettre ça en place chez tout le monde. Ok, Guillaume, vraiment côté terrain, est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités que tu aimerais voir arriver, qui peuvent continuer de fluidifier cette relation vendeur-chef de rayon? Mais par exemple, Grégoire parlait des visites blanches avec le dépôt d'un plan de vente. Ça, effectivement, demain, je sais que les marques commencent à faire des plans de vente numériques. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en amont du rendez-vous. Comme ça, le responsable, avant de valider le rendez-vous, il voit vraiment l'importance de ces 30 minutes. S'il voit que c'est juste 2 nouveautés, pourquoi pas juste se répondre par mail, je m'en occupe, pas besoin de se rencontrer. C'est vraiment avoir peut-être le fichier, une photo de l'animation qu'il propose. Là, par exemple, avec Ferrero pour la rentrée, nous avons fait le bus de la rentrée. Tout ça, on l'a eu en papier aujourd'hui. On pourrait très bien l'imaginer, l'avoir en amont, en numérique, qui permettent aux managers de venir voir la direction. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut le faire à cette période-là? On peut anticiper en amont les discussions au lieu de le faire en aval. J'ai une bonne nouvelle, Guillaume, c'est que courant septembre, les représentants, quand ils vous formulent une demande d'un rendez-vous, ils vont pouvoir précocher des cases qui sont la nature du rendez-vous. Est-ce que c'est nouveauté? Est-ce que c'est mise en avant? Est-ce que c'est OP local? Et ils ont la capacité de mettre une pièce jointe. Donc vous allez pouvoir justement consulter ces plans de vente. Et il y a une autre nouveauté qu'on met en place également, c'est pour convoquer. Donc vous parlez de l'opération avec Ferrero, mais vous voulez peut-être monter quelque chose d'un peu costaud pour Noël et les chocolats de Noël. Et aujourd'hui, quand vous avez besoin de solliciter les représentants, globalement, je crois que vous avez un tiroir avec plein de cartes de visite. Ça doit être comme ça dans le magasin, Guillaume, je ne me trompe pas? Quand on ne perd pas le catalogue. Voilà. Bon, nous, en fait, le gros avantage, c'est qu'à partir du moment où vos magasins utilisent ce système, ça veut dire que tous les rendez-vous avec les représentants passent par ça. Donc, ça veut dire que nous, on a un annuaire toujours à jour de tous les représentants qui visitent le magasin. Et donc, vous avez intégré dans Achalandais, dans la plateforme version responsable de magasin, l'annuaire des responsables. Donc, vous tapez, vous mettez, je veux chercher dans le 78 tous les chefs de secteur qui sont dans l'épicerie et sur le rayon chocolat. Et vous allez avoir toutes les fiches contacts. Et vous allez pouvoir les solliciter, c'est-à-dire vous allez cliquer sur leurs fiches et eux vont recevoir un message qui leur dit « Merci de prendre rendez-vous avec le chef de rayon épicerie du magasin de Noisy-le-Roi dans le 78. » Et les gens vont se mettre naturellement dans votre planning de demande de rendez-vous. Ok, de rendez-vous inversé, super. Merci beaucoup, merci à tous les deux, Grégoire et Guillaume. Et on continue la discussion avec Sephora, L'Oréal et RC Concept. Donc, on poursuit cette matinée. J'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants. Patricia Bonisson, bonjour. Bonjour. Bonjour Patricia, tu es directrice générale de RC Concept, qui est donc une agence de PLV présente en Europe et spécialisée sur les verticales beauté et luxe. Tout à fait, et qui est intégrée au groupe RC. Merci beaucoup. Ludovic Francisco, tu es responsable retail marketing chez Sephora. Absolument. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin. Estelle, bonjour Estelle Robert, tu es directrice d'enseigne chez L'Oréal Luxe France. Merci d'être là ce matin. Merci, oui, tout à fait. Voilà. Je vous propose de commencer avec ce projet EDG 2.0.
Donc EDG, pour les non-initiés, c'est extrémité tête de gondole. Est-ce que Ludovic, tu peux nous présenter la genèse en fait de ce nouveau support éco-responsable ? Oui, bien sûr. Depuis 2013, Sephora met au cœur de sa stratégie des engagements forts en termes de responsabilité environnementale, comme par exemple le programme Stands ou plus récemment le parti pris enseigne Good For. La période Covid nous a permis justement de nous axer davantage sur l'éco-responsabilité de nos PLV, justement pour réduire toute la partie économique du développement de ces PLV, mais aussi pour travailler des supports qui soient avec des matières 98% recyclées, de manière à être dans une démarche pérenne, justement pour tout l'aspect environnemental. 98% recyclé, du coup, c'est l'objectif fixé à quelle échéance ? Alors ça, c'est déjà en place. Bien entendu, avant d'en arriver là, il y a eu un travail de collaboration, je dirais, en plusieurs phases, et en l'occurrence avec les partenaires qui sont ici présents, puisque à l'initiative du projet, L'Oréal Luxe a été leader et a été un partenaire justement sur le développement de ces solutions. Et RC nous a suivis justement pour mettre en place en plusieurs phases ces nouveaux cahiers des charges et puis surtout ces nouveaux supports trade marketing dans les 326 points de vente Sephora. D'accord. Estelle, côté L'Oréal, quelle était la genèse du projet, qu'est-ce qui était vraiment au cœur du cahier des charges pour toi ? Mais exactement comme le disait Ludovic, l'éco-responsabilité est au cœur de notre stratégie chez L'Oréal depuis 2013 aussi, avec le programme Sharing Beauty with All et plus récemment avec le programme L'Oréal for the Future, dans lequel le groupe s'est fixé d'importants objectifs pour les années 2020 à 2030. Et le contexte du Covid a complètement accéléré cette réflexion avec l'enseigne Sephora, puisqu'on a transformé cette situation ultra contraignante en opportunité de réflexion. Et donc, on a travaillé main dans la main avec Sephora sur ce projet de nouvelle EDG. Qu'on a pu tester dès l'automne 2020 et qui nous a permis de mettre en place une structure semi-permanente, mutualisant l'ensemble de nos marques sur 250 magasins, ce qui a eu un impact évident d'accélération sur l'éco-conception et ce qui nous a permis également d'assurer un très bon niveau d'image pour nos marques de luxe. Et comme le disait Ludovic aussi, ce projet a été un test formidable et pour Sephora et pour nous, dans ce monde qui a été complètement bouleversé par cette période. Ok, quels sont les... Patricia, en quoi est-ce que cette PLV est une opportunité pour le marché de la beauté ? Est-ce qu'on mesure des économies réalisées ? Alors, ça dépend pour qui, les économies, bien sûr, mais bien sûr, c'est évident, parce qu'en fait, on garde un niveau de qualité. C'est ce qui est important aussi, parce que ça reste un critère important pour l'enseigne Sephora, pour les marques qui sont exprimées. Et donc, forcément, on attend un niveau de qualité qui ne peut pas être au détriment de l'éco-conception. Donc, on doit arriver à mener conjointement les deux recherches, et on arrive dans ce nouveau projet à mener et à réussir sur ces deux recherches, en fait. Donc, on est sur une accélération, et aujourd'hui, ça permet aux marques de s'exprimer avec un niveau de qualité attendu et avec justement une réussite de diminution des taux matières qui est assez importante. Globalement, une étude a été faite par l'enseigne Sephora. Ludovic, tu pourras en parler sur les chiffres, mais le résultat est des indicateurs moyens, si vous voulez, de l'ordre de 30%. 30%, c'est...
30%, et la moyenne. je dirais en tous les cas, ce qui parle un petit peu à tout le monde, c'est en termes de matières premières, puisque c'est essentiellement le carton, on part de 2,4 kg à 1,1 kg. Donc ce sont quand même des chiffres colossaux dans le sens où il y a une utilisation de matière qui est nettement réduite. Ensuite, il y a une réduction de CO2 qui est à peu près de l'ordre de 50%. Et ensuite, sur les engagements environnementaux que procure en tous les cas ce nouveau projet dans nos magasins, c'est à peu près de l'ordre de 25 à 49%. Donc ce sont quand même des chiffres, d'après nos études, qui sont relativement importants et pour le coup qui sont significatifs. Quand tu dis entre 1,1 et 2,4 kg, c'est par PLV. Oui, c'est tout simplement sur la structure d'une EDG. Okay. Forcément, il y a la réduction de matières premières. Et puis, hormis le fait de produire le support pour nos magasins, il y a aussi tout un travail sur l'emballage et l'envoi en magasin de manière à ce qu'il soit réduit pour réduire justement le poids de la matière. Ok. En termes de cycle de production, de délai de production, comment est-ce que ça se passe ? On est sur quel rythme à peu près ? Alors globalement, on a conservé les mêmes plannings, mais on est sur des rythmes qui sont plus courts, parce qu'on n'est plus sur du façonnage, en fait, des durées de façonnage qui étaient plus importantes sur les anciennes versions, en fait. Je parle d'une façon générale sur les EDG, puisque L'Oréal était déjà passé sur un concept de visuel qu'on glissait. Donc, ils avaient déjà enclenché la vitesse. Et du coup, ils étaient déjà sur un mécanisme réduit au niveau des timings, sachant qu'on a conservé les timings. Pourquoi ? Parce que les matières aujourd'hui mettent plus de temps à arriver. On a des délais qui sont augmentés au niveau des approvisionnements. Et donc, du coup, justement, cet impact du Covid, parce que c'est directement lié au Covid, cet impact nous permet de conserver les mêmes timings tout en ayant des temps de production qui sont plus courts. D'accord. Chez L'Oréal ou chez Sephora, est-ce qu'il y a des pays dans vos entreprises, chez L'Oréal Luxe France et Sephora, est-ce qu'il y a vraiment des marchés plus avancés dans cette réflexion RSE ? Qu'est-ce qui remonte du terrain chez vous, Estelle ? Le marché France est bien un des marchés les plus avancés en termes d'éco-conception et de RSE au sein du groupe L'Oréal, et la division Luxe France en particulier, puisque nous avons complètement pris en charge très très tôt les sujets liés au gaspillage et les sujets liés à l'éco-conception. Donc voilà, la France est vraiment très en avance sur ces domaines-là. Non, je rejoins Estelle, puisque avant même le post-Covid, Sephora a développé et a déployé une première version d'EDG éco-conçue, justement en éliminant toutes les matières vraiment nocives sur ces supports, comme par exemple le magnète. Et donc ce déploiement a été réalisé et a été, je dirais, plébiscité avec succès, puisque Sephora a reçu le coup de cœur 2019 du club Génération Responsable. Mais sur la seconde phase, lorsqu'on a déployé justement ces nouveaux supports, c'est avant tout sur le marché France, puisque c'est le marché le plus représentatif sur l'Europe Middle East, pour justement avoir ce phasing de test avant de le déployer sur l'intégralité du marché européen. Et je dirais même au-delà de ce premier test, Sephora a d'ores et déjà engagé de nouvelles solutions dans nos magasins, puisque à partir de cet automne, nous réalisons une collecte par un prestataire de toutes les PLV usagées, de manière à ce qu'elles soient démantelées et qu'elles puissent être recyclées pour rester dans ce circuit de trade marketing. Alors pour le coup, on a des bureaux dans d'autres pays d'Europe et notamment en Italie, et c'est vrai qu'on constate une avance du marché français dans cette démarche en fait. Alors après, ils sont toujours demandeurs et preneurs en fait de solutions qui sont déjà mises en place, et ils se partagent entre marchés. Mais c'est vrai que les plus gros développements qu'on a fait aujourd'hui, on les a fait sur le marché français.
Donc, bien entendu, l'objectif pour Sephora, c'est de le développer sur le marché européen. Mais pour revenir également à votre question, sur toute la partie opérationnelle en magasin, ce qui est aussi très important, c'est que la partie opérationnelle pour nos équipes des ventes est diminuée et puis beaucoup plus facile en termes d'exécution donc pour l'ensemble de nos équipes. Donc, c'est tout bénéfique. Vous mesurez une économie, enfin un impact sur le temps homme, le temps de montage qui est Absolument. Qui est important. Alors, qui est important, forcément, ça dépend un petit peu d'un magasin à un autre, mais en tous les cas, le temps est dédié vraiment sur la vente et sur d'autres périmètres, autres que toute la partie marketing et mise en place et opérationnelle en magasin. Patricia, est-ce que en termes de perspective, voilà, l'heure tourne et le temps est compté, même si c'est vraiment passionnant. Quels sont pour toi les formats d'avenir en termes de PLV ? On voit le vrac qui avance beaucoup dans plusieurs enseignes de beauté actuellement. Quels sont pour toi les... Je reviens sur ce que j'avais dit, tu vois, la qualité reste quand même au cœur des préoccupations sur ce type d'activité. Donc, mais on va voir disparaître des choses qui sont inutiles et on va voir apparaître des choses qui sont utiles, tout en ayant cette idée de minimiser en fait la production qui n'a pas d'intérêt. Donc on va chercher à continuer à faire du beau, continuer à être visible, mais on va surtout chercher à le faire de façon optimale. Ça fait partie de tous les cahiers des charges. Il n'y a plus aujourd'hui une réflexion de PLV, quasiment plus, je dirais, de réflexion de PLV sans cette dimension économique et écologique. Ok, et vraiment en termes d'usage, Dans tous les usages, en fait, c'est au cœur des préoccupations. Mais, encore une fois, on n'est pas en mesure d'accepter de le faire sans l'impact qualitatif. Tout à fait. Donc tout est construit autour de cet objectif qualitatif, mais avec deux pressions importantes, écologiques, économiques. Ok, très bien. Écoutez, merci beaucoup à vous trois pour vos insights sur cette expérience partagée. Merci beaucoup.